C'est un coup d'à-coude historique qui se joue en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump deviendra le prochain président des États-Unis? La réponse n'est toujours pas connue et ce, malgré la fermeture des bureaux de vote il y a maintenant plusieurs heures. La situation continue de s'aggraver en Isère. Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 dépassent maintenant largement ceux de la première vague épidémique du printemps dernier. Le CHU Grenoble-Alpes tenait une nouvelle conférence de presse mercredi pour faire un point sur la situation. L'entreprise iséroise Microlight 3D a imprimé le plus petit faucon Millennium du monde. Le vaisseau mythique de la saga Star Wars imprimé par l'entreprise mesure 0,1 mm de long. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 4 novembre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce JT avec un duel qui tient en haleine des millions d'Américains depuis de nombreuses heures. Qui sera le 46e président des États-Unis? De nombreuses heures après la fermeture des bureaux de vote, ni Joe Biden ou Donald Trump n'est encore déclaré vainqueur. Et pour parler de cette élection historique, nous sommes avec Gretchen Pascalis. Bonsoir, vous êtes porte-parole des démocrates abroad dans notre région. Oui, bonsoir. Alors, avant de parler des résultats en cours, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que sont les démocrates abroad? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est le Parti démocrate qui habite à l'étranger. On existe dans 190 pays différents. Et en France, on est plusieurs groupes et on couvre tout le territoire français. En Isère, vous êtes combien? On soulève des fonds pour le Parti démocrate. Et cette année, surtout, on a fait ce qu'on appelle GOTV, donc Get Out the Vote. C'est un très grand effort de communication pour aider nos membres à voter. En Isère, ça représente combien d'Américains qui font partie des démocrates abroad? Je n'ai pas le chiffre exact pour l'Isère, mais notre groupe couvre Isère et les Deux-Savoies. Et on est un petit peu plus de 400 Américains démocrates. Alors avant de parler de ces résultats, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les élections américaines qui sont un peu différentes de celles que l'on peut connaître en France? Oui, tout à fait. Déjà, quand on habite à l'étranger, on ne perd jamais son droit de vote. Donc, moi, ça fait 25 ans que j'habite en France. J'ai la double nationalité, mais j'ai toujours le droit de voter là-bas par correspondance. On n'a pas besoin de voter par procuration comme en France. On peut voter selon les lois de son État. Ce n'est pas des lois fédéraux, c'est vraiment des lois différentes dans chaque État. Donc, c'est assez compliqué. Mais donc, il faut regarder son état, quelle est la date à laquelle on devrait demander son bulletin. Il faut demander un bulletin chaque année. Et puis, il y a des dates différentes et des modalités différentes de comment on va rendre ce bulletin, donc soit par mail, soit par courrier, voie postale, soit par fax. Et puis les élections, ça marche avec un système qu'on appelle the Electoral College. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'année de 2016 quand Hillary Clinton a gagné le vote populaire. Donc, elle a eu plus de voix que Donald Trump, mais finalement, avec ce système Electoral College, elle a perdu l'élection. Donc, c'est un très vieux système qui a été créé par nos pères fondateurs. Et c'était parce qu'à l'époque, surtout dans les endroits ruraux, les habitants ne pouvaient pas avoir des informations importantes qui concernaient les élections de leurs hommes politiques. Alors, et donc, on a tout ce système-là et il y a des grands électeurs dans chaque État. Et quand un candidat a la majorité de voix dans un État, c'est tous les grands électeurs de cet État qui votent pour cette personne. alors à l'heure où on se parle, on ne connaît pas encore le futur président des États-Unis. Comment c'est possible, après autant d'heures, qu'on ne connaisse toujours pas son nom? C'est un cas assez rare? C'est assez rare, mais on a vu un peu la même chose en 2000, quand il y avait
de grosses questions au niveau de la Floride avec George Bush et Al Gore. Donc cette fois, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup plus de voix par correspondance que d'habitude. Alors nous, les étrangers, on vote toujours par correspondance et maintenant, il y a encore plus de personnes, même aux États-Unis, surtout à cause de la situation sanitaire. Cette année, on parle aussi beaucoup du vote par correspondance qui correspond à peu près 100 millions d'Américains qui auraient voté par correspondance. En quoi il joue une place très importante, ce vote par correspondance cette année? C'est parce que chaque État a aussi des lois différentes de quand les bulletins et les votes sont comptabilisés. Donc, il y a certains États, comme la Floride par exemple, qui commencent à compter leurs bulletins par correspondance avant le 3 novembre. Et d'autres États, comme la Pennsylvanie par exemple, qui commencent à partir du 3 novembre. Donc, c'est pour cela que la Pennsylvanie, qui a reçu plus de 2 millions de votes par correspondance, il leur faut du temps pour les compter. Oui, puisque certains parlent même de 3 jours avant qu'on ait des résultats définitifs. Oui, c'est ça, oui. C'est parce qu'il y a un très grand nombre cette année, surtout vu la situation sanitaire. Et dernière petite question, je peux vous demander un petit peu votre réaction face à cette élection historique, on peut le dire? C'est assez anxiogène. Bien sûr, les démocrates, nous, on aurait voulu une victoire décisive pour le Parti démocrate, donc pour Joe Biden. Et malheureusement, on n'a pas eu ça. Il y a certains États clés qui n'ont pas basculé dans le sens qu'on voulait, même si c'est assez encourageant parce que, bon, normalement, Arizona va à Joe Biden. Ça, c'est un État qui est normalement républicain. Et puis, il y a de l'espoir parce que, normalement, les votes par correspondance sont démocrates. Donc, quand ils vont être comptés, il y a vraiment des chances qu'on peut aussi gagner dans ces États clés qui vont mener Joe Biden à avoir les 270 votes électoraux pour gagner cette élection. Eh bien, merci beaucoup, Gretchen Pascalis, d'avoir répondu à nos questions. Merci. La situation s'aggrave en Isère. Le CHU Grenoble-Alpes tenait ce mercredi matin son premier point de situation Covid-19 depuis le début du reconfinement qui a débuté vendredi dernier. Le CHU a alerté sur le nombre de malades hospitalisés qui explose dans la métropole grenobloise et reste très inquiet pour les 3 semaines à venir. Reportage Laurie Baillet. En Isère, la situation est grave. Actuellement, les principaux indicateurs dépassent ceux du pic enregistré lors de la première vague. À ce jour, 480 patients sont actuellement hospitalisés pour Covid sur l'ensemble des hôpitaux et cliniques du territoire sud-isérois. Un tiers d'entre eux ont moins de 65 ans et 80 sont en soins critiques. Il ne faut pas du tout prendre à la légère les mesures qui ont été prises de renforcement de la distanciation sociale par le confinement. Les 15 jours qui viennent pour nous sont extrêmement importants pour freiner le développement de la maladie et de l'épidémie. Donc, il faut vraiment respecter les mesures qui ont été prises pour ce confinement. Le système de santé est proche d'être saturé. Et pour faire face à cette accélération du virus et à cette importante augmentation des patients hospitalisés, tous les hôpitaux et les cliniques privées du territoire se réorganisent. Beaucoup de services de chirurgie ont été transformés en services de médecine pour accueillir des patients Covid. Pour faire cela, on a été obligé de déprogrammer des actes chirurgicaux qui n'étaient pas urgents de façon assez importante, comme nous le demandait le ministère et l'ARS, mais on n'avait vraiment pas le choix puisque là, l'afflux de patients Covid est important dans tous les secteurs hospitaliers et toutes les cliniques du territoire. Les services mortuaires sont eux aussi proches de la saturation. Pour l'heure, 92 malades sont décédés du coronavirus contre 74 lors de la première vague. Et le Chuga estime que le pic de la deuxième vague devrait être atteint à partir de ce week-end.
Après l'annonce de la suppression de 92 postes chez Rossignol il y a 2 mois, le groupe a annoncé ce mercredi le départ de son directeur général Bruno Cerclay après 16 ans à la tête du groupe Rossignol. Bruno Cerclay cédera son poste à Vincent Wauters dans le courant du premier trimestre 2021, mais conservera son rôle non exécutif de président et de membre du conseil d'administration. Imaginez un Faucon Millenium 400 000 fois plus petit que l'original. L'entreprise iséroise Microlight 3D, spécialisée dans la micro-impression 2D et 3D, a donc imprimé le vaisseau de la saga Star Wars le plus petit du monde. Et l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà réalisé un millimètre Yoda de 80 microns de haut. Reportage Lilian Veillet. C'est certainement le plus petit Faucon Millenium du monde et il est isérois. Alors ce Faucon Millenium, il est 400 000 fois plus petit que le Faucon Millenium original. Et donc en effet, pour rentrer dedans, Han Solo, il devrait faire 5 microns de haut, donc c'est la taille d'une bactérie, c'est vraiment tout petit. Et pour le voir, il faut prendre le microscope, c'est impossible à l'œil nu. On parle ici en microns, soit 1000 fois moins qu'un millimètre. Si ces fabricants d'imprimantes 3D ont choisi de faire ce vaisseau, c'est pour ses nombreux détails, afin de montrer leur capacité à imprimer des pièces extrêmement précises. Donc on voit bien la parabole ici, la tourelle là, avec le canon, le cockpit ici. On l'a pris déjà parce qu'il parle à beaucoup de gens. Ensuite, c'est un vaisseau spatial qui est très complexe. Dans le cockpit, il y a même les sièges sur lesquels s'asseyent Han Solo et Chewbacca. Et même ceux-là, on arrive à les voir une fois l'impression faite. À la tronche, Microlight 3D est spécialisée dans ces micro-impressions, ce qui intéresse beaucoup des entreprises du monde entier, car ils sont dotés d'une technologie de laser très innovante. Nos clients qui achètent nos machines sont essentiellement des chercheurs, des gens qui font de la recherche en microtechnologie. Donc ça peut être de la micro-optique, de la microfluidique, de la micromécanique. Comment on arrive à avoir cette précision ultime? C'est grâce à un faisceau laser qu'on vient focaliser dans les matériaux polymères. Et ce laser a une couleur verte. Un laser vert comme celui des maîtres Jedi. En tout cas, Microlight est passé maître dans l'art de la conception 3D et il aurait même peut-être pour projet de faire voler son mini Faucon Millenium en l'attachant à des billes aimantées. Grâce à ces billes aimantées, on aurait pu en fait le faire décoller, ce Faucon Millenium, grâce à un champ magnétique et le contrôler grâce à ce champ magnétique. Et à l'avenir, peut-être qu'on vous montrera le Faucon Millenium en train de voler. Mais pas sûr par contre qu'il vole à la vitesse de la lumière. Pas de Tour de France ni de Tomorrowland en 2021 pour l'Alpe d'Huez. Le festival de comédie de l'Alpe d'Huez est lui toujours bien prévu pour l'instant du 19 au 24 janvier 2021. La présidente du jury, Michel Larocque, a d'ailleurs dévoilé les noms de celles et ceux qui l'accompagneront à ses côtés. Le comédien Malik Bentala sera de la partie, la comédienne et réalisatrice Jeanne Balibar également, ainsi que Joséphine Japy ou encore le réalisateur Ruben Alves. Les films en compétition seront dévoilés d'ici la fin de l'année et si la situation ne s'améliorait pas d'ici janvier, une date de report fin mars, est également à l'étude. Et je vous rappelle que cette semaine, Télé Grenoble accueille les rencontres ciné-montagne avec plusieurs films projetés chaque soir à partir de 20h30. La soirée de jeudi mettra le cap à l'est pour vous emmener grimper au Kyrgyzstan, en Chine, au Vietnam et au Népal. On voit quelques images du film de Cédric Gras, Vers les monts célestes, un documentaire passionnant qui retrace le parcours des alpinistes russes sous Staline. Ils furent les pionniers de la haute altitude dans les années 30 en s'attaquant aux montagnes les plus hautes de l'ex-URSS. Les monts célestes qui culminent à 7000 mètres d'altitude au-dessus des glaciers immenses. Lucille Dailly et Thibault Leduc auront également avec eux sur le plateau un léopard des neiges. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, rendez-vous ce jeudi à 20h30 sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.